Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir dans ce webinaire Lecture adaptée, c'est un webinaire découverte. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Cathy Mayer, vous êtes la directrice de la médiathèque de Charenton-le-Pont, Valérie Léo des éditions de La Loupe, et ensuite deux représentants du collectif Les Éditeurs Atypiques, Sylvie Sternis pour les éditions L'Escalier et Sophie Blin pour les éditions Les Doigts qui rêvent. Bienvenue à toutes les quatre et merci d'être là. Donc on est là pour parler de la lecture adaptée, c'est de comprendre ce que c'est, présenter cette lecture aux personnes qui ne la connaîtraient pas, les enjeux qu'elle soulève aujourd'hui. Pour en parler en particulier, je vous propose de commencer avec vous, Cathy Mayer. Donc vous êtes directrice de la médiathèque de Charenton-le-Pont, comme je l'ai dit, et vous êtes très engagée dans la défense, la promotion de la lecture adaptée. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous expliquer, pour les personnes qui ne le sauraient pas ou le sauraient mal, ce qu'est la lecture adaptée? Est-ce que ça recouvre? La lecture adaptée, en fait, se décline en plusieurs parties, en plusieurs fonds, puisqu'on a des livres en gros caractères, voilà, pour les adultes. On a des livres aussi 10 pour les enfants. On a des livres en braille. On a des livres tactiles. On a des livres audio aussi. On a plusieurs types de livres pour répondre bien évidemment aux différentes demandes de nos usagers. D'accord, donc vous travaillez avec énormément de supports différents. Oui. Comment on fait pour travailler justement avec une telle variété d'approches finalement de la lecture adaptée? Alors en fait, il y a plusieurs collègues qui travaillent en direction des publics, on va dire, empêchés, et qui sont responsables d'acquisition, qui sont acquéreurs. Et donc chacun en fait se rapproche et va au contact des différentes maisons d'édition, des différents types de documents, voilà, qu'ils soient numériques, qu'ils soient papier, qu'ils soient audio. Donc voilà, ça fait partie, on va dire, du travail de bibliothécaire et d'acquéreur. Et après, justement, il y a tout ce qui est médiation autour de ces différents domaines d'acquisition. D'accord. Alors justement, vous avez été lauréate du Grand Prix des bibliothèques dans la catégorie Services innovants, avec tout le site de la médiathèque rendu accessible, en particulier au public 10. Est-ce que vous pouvez expliquer, voilà, peut-être ce qui vous a valu cette récompense, les actions que vous avez mises en place dans le détail? Oui, alors ça a été énormément une grosse surprise pour nous et pour toute l'équipe, voilà, qui travaille depuis en fait un petit moment autour des publics, voilà, empêchés. Et on a notre collègue qui est en charge de toutes les ressources numériques et notamment du portail des médiathèques, qui a voulu faire ce travail justement d'adaptation du portail au public 10. Et là, on vient de l'étendre justement aux gros caractères et à l'audio aussi. Donc on a plusieurs polices qui sont adaptées pour les 10. Et ça a été un gros travail qu'il a réalisé. Voilà, les publics sont évidemment très satisfaits puisqu'ils peuvent maintenant chercher dans notre catalogue en fonction de leur handicap. Et justement, c'est là où ils peuvent retrouver qu'on a des ouvrages 10, des ouvrages en gros caractères. Et ça permet, voilà, vraiment de donner l'accessibilité à tous nos publics. Ça concerne quel nombre d'ouvrages dans votre médiathèque et quelle surface ça représente? Du coup, en surface, comme c'est un peu dans les différentes sections, puisqu'on a en section adulte, en section du coup jeunesse, puisque c'est deux sections différentes et des publics différents, on va dire ça fait un tiers, on peut estimer un tiers à peu près de lecture adaptée, et ça fait environ, on va dire, 5000 documents sur les 90 000, je pense, à peu près. Okay. Voilà. Mais c'est vrai que c'est des ouvrages qui ont souvent une présentation spécifique. Les 10, voilà, on les présente plus de face en les mettant rangés. Les gros caractères prennent évidemment plus de place, puisqu'ils sont vraiment adaptés entre un roman qui va faire 200 pages, quand il est adapté en gros caractères, il en fera beaucoup plus, mais là, ma collègue éditrice pourra mieux en parler. Donc voilà, et c'est vraiment une mise en avant de ces fonds qui est faite à la médiathèque, voilà, pour que les publics sachent que la médiathèque est ouverte aussi pour eux, et qu'elle est pour eux. Voilà. Une question de volontarisme, évidemment, une question de formation aussi des équipes, peut-être? Oui, alors quasiment toute l'équipe a été formée justement à l'accueil des publics empêchés. On travaille énormément dès le départ avec les classes
On a sur Charenton-le-Pont des classes Ulysse, on travaille beaucoup et on initie aussi le public puisqu'on fait des ateliers en langue des signes. On a reçu les Doigts qui rêvent qui sont venus faire des ateliers d'initiation justement au public. Et le public est très réceptif et très demandeur. Voilà, on intervient aussi en extérieur, dans les résidences de personnes âgées. On essaye de faire beaucoup de choses, d'aller au contact des gens et de répondre aux demandes des publics. D'accord. Alors c'est un segment aussi qui bénéficie du soutien du CNL, hein. C'est bien ça? Quelle forme prend ce soutien pour Oui, on a pu obtenir à 3 ans de suite des aides justement en direction de la lecture adaptée. Donc, ce qui nous a permis de développer pas mal d'animations, de développer de nouveaux projets, notamment les ateliers en langue des signes, des choses comme ça, voilà, pour que la lecture soit accessible pour tous. On a pu aussi, grâce au soutien du CNL, travailler avec l'unité des hôpitaux psychiatriques des hôpitaux de Saint-Maurice, où là on a pu réaliser justement notamment un kamishibai pour cette année qui va être lu en fait pour les enfants. Donc là c'est vraiment travailler avec les personnes en difficulté pour communiquer avec les autres. Donc ça nous tient à cœur aussi, ce partage et ce mélange des publics. Et là, pour la prochaine rentrée, pour octobre, on continue toujours dans cette lancée avec les publics empêchés, puisqu'on va développer un prix littéraire inclusif. On souhaiterait justement alors en direction des adultes, on souhaiterait que les publics soient mélangés et qu'on ait un handicap ou pas, qu'on puisse lire justement et partager nos lectures, partager nos goûts et pouvoir en discuter et justement élire le prix le roman et l'auteur inclusif. Donc ça passera aussi bien par de l'adaptation en braille si les documents sont adaptés en braille, et on va travailler avec l'association Valentin Huy et l'association des bibliothèques sonores, qui vont adapter en fait la sélection d'ouvrages. C'est un prix qui est créé cette année, c'est une première édition? La première édition sera en octobre, on va le lancer en octobre, donc là c'est une avant-première. Voilà. Oui, voilà. Belle information. Merci beaucoup. Alors on va passer du côté des éditrices qui sont présentes et qui sont venues nous présenter une partie de leurs ouvrages. Je me tourne vers vous, Sophie Blin et Sylvie Sternis, donc pour le collectif Les Éditeurs Atypiques. Sophie Blin, vous êtes éditrice aux Doigts qui rêvent, Sylvie Sternis, éditrice à l'Escalire. Avant de rentrer dans le détail de vos maisons d'édition respectives, est-ce que vous pouvez nous présenter le collectif? Oui, alors pour reprendre un petit peu ce qu'a dit Cathy, tout le monde n'est pas égal devant la lecture, hein, et puis tout le monde ne lit pas de la même façon, justement parce qu'il y a des besoins de lecture qui sont particuliers pour chaque personne. Et l'idée de se regrouper, c'était justement pour pouvoir promouvoir en fait le livre adapté. On est en association, hein, et de faire des actions auprès du public, auprès des acteurs du livre, pour faire connaître tous ces livres qui existent, parce que ce sont que des petits éditeurs pour la plupart, et même tout petits pour certains, et de faire connaître justement l'existence de ces livres pour ces publics à besoins particuliers de lecture. D'accord. Surtout qu'il y a des besoins, parce que il y a quand même à peu près 20% de personnes qui ont des besoins particuliers de lecture, et il y a plus de 90% des livres qui sont inaccessibles à ces personnes. Donc le fonds qui est proposé pour les personnes qui en ont besoin, il est encore largement insuffisant. D'accord. Alors le collectif comprend une dizaine d'éditeurs, hein, c'est bien cela. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces éditeurs et aussi leur position, parce qu'on l'a évoqué rapidement avec Cathy Mayer, mais il y a beaucoup de lectorats différents, d'offres différentes en lecture adaptée. Voilà, c'est ça. C'est aussi notre idée, c'est de pouvoir représenter à peu près tous les besoins de lecture. Donc effectivement, il y a 11 membres dans cette association. Donc il y a 10 éditeurs et une association qui promeut le livre adapté auprès
notamment des bibliothèques, mais aussi d'autres acteurs du livre. Et donc dans ces éditeurs, il y a un éditeur qui s'appelle Adabam, qui est spécialisé dans les aides à la lecture et aux apprentissages, et qui va se tourner aussi vers le public dyslexique. Il y a À vue d'œil et puis Voir de près, je vais en parler ensemble, qui sont deux éditions qui sont en grand caractère. Il y a Include, qui est une édition qui fait des livres en langue des signes française. Il y a aussi Les Doigts qui rêvent donc, et Mes mains en or, qui font des livres en braille et des livres tactiles. Moi, L'Escalier, je fais des livres en pictogrammes qui s'adressent à des enfants, et aussi une collection pour les ados adultes. Et puis, qui est-ce que j'ai oublié? Tom Pouce, qui fait des livres, des romans pour des collégiens à partir de 10 ans, en fait, qui sont adaptés. Je ne me trompe pas, il reste François Baudet et Faléac. Voilà, c'est ça. François Baudet qui fait des livres et Kilema aussi, qui font des livres faciles à lire et à comprendre. Et Faléac, c'est donc l'association qui se déplace dans des structures pour promouvoir les livres adaptés. Très bien. Alors, on a des typologies d'éditeurs extrêmement variées. Il y a de la création, il y a aussi des reprises d'ouvrages issus de livres qui sont pensés pour le grand public. Aujourd'hui, quelles sont les relations des éditeurs du collectif avec ces éditeurs généralistes, et quelle est la part de la création dans la production de ces éditeurs? Alors ça dépend des éditeurs. C'est-à-dire qu'il va y avoir des livres comme Les Grands Caractères qui vont être plutôt des rééditions de livres déjà existants, pour la plupart. Et puis, je pense aussi à Mes mains en or et Les Doigts qui rêvent aussi. Vous faites aussi des reprises? Il y a des créations. Oui, on est entre 25 et 40% de création, donc des textes inédits avec des illustrations inédites. Et puis l'autre pourcentage, ça va être des adaptations. Donc c'est vrai que derrière le terme adaptation, il y a deux choses très différentes. Il y a le fait de faire une adaptation pour un public spécifique. Chaque public en situation de handicap va avoir des besoins différents. Certains, ça va être des besoins parce qu'ils ne peuvent pas accéder, ils ne peuvent pas voir, donc ils ne peuvent pas accéder à des livres classiques. D'autres, ça va être une difficulté pour comprendre, notamment dans le cadre de la déficience intellectuelle. D'autres, ça va être des publics qui voient, mais comme des publics sourds de naissance, qui vont avoir des difficultés à accéder au sens, à l'écrit. Voilà. Donc, chaque public va avoir des besoins spécifiques, et donc on va faire des adaptations par rapport à un public spécifique, pour les publics aveugles, pour les publics sourds, etc. Donc il y a cette notion d'adaptation pour un public, et en même temps, souvent, en effet, on va dire à plus de 50%, ce sont des adaptations de livres du commerce. Dans les éditeurs du collectif, il y a plusieurs cas de figure. Il y a ceux qui vont être dans le cadre de l'exception handicap au droit d'auteur, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir adapter n'importe quel livre du commerce. Ils ont un agrément du ministère de la Culture. Ils peuvent adapter n'importe quel livre du commerce sans avoir besoin d'avoir l'autorisation de l'éditeur ou de l'auteur. Et puis il y en a d'autres où, en effet, ils n'ont pas cet agrément, et il faut qu'ils demandent une autorisation auprès de l'éditeur. En général, ça se passe très bien dans la négociation des droits. Le plus souvent, ça peut être des droits qui sont, certes, avec une cession de droit classique, mais parfois ça va être une cession de droit à titre gracieux aussi. Donc il y a plein de cas de figure très différents au sein du collectif. Mais en général, on est plutôt en bons termes. D'accord. Alors, on est sur une économie très particulière aussi. Comment vous êtes distribué? Parce qu'on a Cathy Mayer qui est une représentante d'une médiathèque. On sait l'importance des bibliothèques, des médiathèques pour la lecture adaptée. Comment ça se répartit aujourd'hui entre ces réseaux-là, la librairie éventuellement, voire la vente directe ou les salons? Je pense qu'on a une part en bibliothèque qui doit être assez importante. Je ne pourrais pas vous dire, moi, le pourcentage, parce qu'on ne le sait pas toujours. Et puis, il y a une part de professionnels, paramédicales, je sais pas, orthophonistes, orthopédagogues, ergothérapeutes, et dans les hôpitaux aussi. Il y a des demandes dans les hôpitaux de livres adaptés.
Et puis sinon, sur le public, puisque pour certains d'entre nous, on fait pas mal d'interventions, soit en salon du livre, par exemple, ou bien en conférence ou en formation. Est-ce qu'il y a des salons spécialisés pour ce type de public, justement? De salon du livre spécialisé, non, il y a, enfin, pas à ma connaissance. Il y a des salons du livre audio qui existent, notamment Vox, qui va bientôt avoir lieu, et à Strasbourg. Mais il n'y a pas, en effet, il n'y a pas à ce jour de salon spécifique. C'est un appel. Si des salons veulent créer des prix spécifiques autour de l'édition adaptée, ce serait une bonne nouvelle, ou bien faire plus de sélection, des prix littéraires spécifiques. Alors, il y a quand même les journées des 10. Il y a quand même quelques salons autour des journées des 10 qui se déroulent dans plusieurs endroits. Oui, le 10 octobre. Autour du 10 octobre, en fait. Dans plusieurs endroits en France. Okay. Voilà. Donc, il y a quand même ça, mais c'est vraiment spécialisé dyslexie, multidys, mais donc c'est le seul moment où il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Eh bien, merci pour cette présentation et ces premiers éclaircissements. Alors, vous êtes aussi venu pour nous présenter un certain nombre d'ouvrages du collectif. Sophie Blin, vous aviez un premier titre à nous présenter, me semble-t-il. Oui, dans la maison de Lala, donc de la maison d'édition Les Doigts qui rêvent. Donc c'est un livre jeunesse, et dans les livres des Doigts qui rêvent, il y a toujours une double écriture, donc le texte à lire en noir, donc en caractère imprimé et en braille. Et là, toutes les illustrations sont faites avec des textures variées, des textures donc à toucher, mais aussi à manipuler. Là, donc, on va se promener dans l'histoire avec notre petite sourisette qui s'appelle Lala. Donc voilà, on peut du coup être sur un livre de partage avec plusieurs publics qui ont des besoins différents. Donc là, avec le texte en double écriture et l'illustration tactile. On est vraiment dans une interaction avec l'illustration tactile pour que l'enfant aveugle puisse vraiment réaliser les mêmes actes que dans l'histoire pour bien comprendre l'illustration. L'illustration tactile, ça a l'air facile comme ça. Mais c'est facile quand on est voyant. Après, quand on est en situation de handicap, c'est beaucoup plus compliqué. Il ne suffit pas de prendre une illustration pour voyant et mettre des textures différentes. Là où il y aurait des couleurs différentes, il faut vraiment réinventer l'illustration. Et je vous propose de présenter successivement l'intégralité de vos ouvrages. Un petit lapin se cache dans le jardin, donc de la maison d'édition Mes mains en or. Donc ça va être sur le même concept avec la double écriture, donc en gros caractères, donc une police toujours sans empattement. C'est un critère très important en termes de lisibilité. Et puis le texte en braille. Donc quand on est pour les petits, on va faire du braille recto et non pas recto verso, sans césure intégrale. Et du coup, les parents voyants peuvent lire le texte en gros caractères et les enfants aveugles peuvent lire en braille. Et voilà, on peut comme ça accompagner son enfant parce qu'on sait exactement ce que l'enfant aveugle a sous les doigts. Alors là, on est dans le grand caractère. C'est-à-dire que, en fait, c'est une réédition d'un livre déjà existant et que ce n'est pas des livres où on a juste agrandi les caractères, en fait, un livre en grand caractère. Ce sont des livres qui sont recomposés pour que les espaces entre les mots, les espaces entre les lignes, entre les lettres soient toujours réguliers, pour que la lecture soit fluide pour les personnes malvoyantes. Donc, c'est important aussi d'avoir, par exemple, une police sans empattement et des feuilles qui sont suffisamment opaques pour qu'on ne voit pas ce qui se lit derrière, et aussi pour que, comme l'ancrage est fort, eh bien, y ait un contraste qui soit visible aussi. Donc voilà, donc les livres en grand caractère, c'est pas juste agrandir parce que il faut considérer qu'il y a des espaces qu'il faut respecter. Il y a des logiciels pour pouvoir le faire, tout bien mettre régulier. Et donc voilà.
Là, on est sur un livre récent, voilà, c'est à très gros tirage qui plus est, enfin, c'était un succès librairie actuellement. Comment ça s'est passé au niveau de la date de parution en ce qui concerne cet ouvrage? Est-ce que vous avez fait une parution simultanée? Est-ce qu'il y a eu un petit délai? Comment ça s'est passé? Alors je crois que ça a été quasiment simultané, hein, parce que bon, c'est pas moi qui m'occupe de cette maison d'édition, mais par contre, je crois que ça a été simultané. Et c'est justement ça, chez Voir de près, il y a comme chez À Vue d'œil, il y a le vouloir comment dire, publier la littérature à peu près en même temps que les parutions, se mettre dans l'actualité littéraire. Voilà. Mais il y a aussi des livres, c'est la collection phare en fait, c'est pour les jeunes. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y avait très peu de livres en grand caractère pour la jeunesse. Et donc, ça a été un désir de Voir de près, de développer une collection pour les jeunes dès les premières lectures, en fait. D'accord. Voilà. Bon, bah, très bien. Le titre suivant, quel est-il que vous souhaitiez nous présenter? Donc là, on va être sur des créations, donc des textes jeunesse voilà, adaptés pour des publics sourds. Donc voilà, là on va avoir donc le texte à lire et ça fonctionne aussi avec un smartphone où du coup on va, oui, une tablette, on va venir passer la caméra voilà, sur la page et donc va apparaître en fenêtre pop-up sur le téléphone ou sur la tablette la vidéo en langue des signes. Donc c'est un support où on a besoin et du livre papier et de l'application et d'un support de lecture numérique. Et là, du coup, on voit un petit avatar voilà, qui va interpréter l'histoire en langue des signes. Pour les publics sourds, en fait, souvent on se dit, on peut se dire, ce sont des publics qui ne sont pas aveugles, qui peuvent lire, sauf que pour les publics sourds, en fait, souvent il y a eu, pour les publics sourds de naissance, il y a un apprentissage du français écrit qui va être parfois laborieuse, et ça va être des publics parfois qui ne maîtrisent pas très bien le français écrit, qui sera leur seconde langue, et il y a besoin d'avoir la langue des signes pour pouvoir en effet rentrer dans les histoires, sauf que faire de la langue des signes dans un livre c'est compliqué, donc on a besoin très vite d'avoir une vidéo, donc voilà, il y a ce lien enfin il y a ce support multimédia qui apparaît avec l'application. D'accord, alors on est sur un ouvrage plus classique dans sa facture en tout cas, on est sur des tirages plus élevés aussi peut-être avec ces... Ça, je n'ai pas les informations au niveau des tirages. Parce que c'est un autre membre du collectif. On a pensé à... Voilà. Autant oui. Pour Voir de près, on sait qu'ils sont entre 500 et 1000 exemplaires sur le tirage. Aussi, je pense que c'est à peu près pareil. Autant pour une Cloud, voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est pas 2000 exemplaires, il me semble qu'on avait parlé de ça, mais je ne pourrais pas le garantir. Et je tiens à préciser que par rapport à la langue des signes, donc c'est vrai qu'on peut se dire c'est pour les publics sourds, sauf que c'est vrai que ça peut aider aussi d'autres publics, des publics qui ne parlent pas, voilà, des publics qui ont des difficultés de communication. Donc c'est vrai que souvent on va penser, enfin les éditeurs travaillent pour un public spécifique, mais en fait il y a d'autres publics derrière bénéficiaires. Donc voilà, que ce soit un livre tactile, ça peut aider des enfants qui ont du mal à rentrer dans le rapport texte-image classique, des enfants qui ont des troubles de l'attention, une déficience intellectuelle. Voilà, donc les éditeurs vont tous travailler pour un public cible parce qu'il y a trop de choix à faire. Donc voilà, là, ça permet d'avoir une ligne de conduite éditoriale, mais derrière, après, il y a d'autres publics bénéficiaires, heureusement. Alors, l'Escalire, ce sont des livres qui sont écrits en pictogrammes, en fait, qui s'adressent à des enfants non lecteurs et éventuellement non-verbaux aussi. Donc l'idée, là, c'est vraiment d'avoir un texte qui est complètement écrit à l'aide de pictogrammes, qu'on pointe à l'enfant, parce que c'est important que l'enfant il sache de quoi on parle. Et il y a toujours un rabat qui masque l'illustration pour que l'enfant n'ait pas trop d'informations en même temps et qu'il se concentre sur le texte. Voilà, donc le principe, c'est d'éditer ces livres-là vraiment pour des enfants qui ne sont pas lecteurs. Et donc le public, c'est les enfants non lecteurs, mais en particulièrement les enfants autistes et aussi les enfants qui ne parlent pas le français, par exemple, et qui peuvent rentrer dans le sens par les images. Voilà, donc ça c'est un titre de la collection jeunesse.
Et donc, il y a des besoins, enfin, dans mes rencontres, justement, dans les salons, on rencontre beaucoup de gens et puis ils viennent vers nous parce qu'ils savent qu'on fait des livres adaptés. Et j'ai rencontré beaucoup d'éducateurs ou de personnes handicapées qui vivent dans des centres et qui ne peuvent pas lire à cause de leur handicap. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit, mais nous, on a des personnes qui ont 40 ans, 50 ans, 20 ans, et il n'y a pas de livre pour ces personnes-là, il n'y a rien. Des gens qui ne peuvent pas lire. Et donc, du coup, en discutant avec ces gens-là, je me suis lancée dans une édition de livres pour les ados adultes qui ne sont pas lecteurs, parce qu'il y a des demandes, justement, auprès des personnes handicapées, par rapport à la lecture, lire comme, à sa façon, mais comme tout le monde, c'est ce qu'ils disent. Du moment qu'on lit, c'est ça qui est important. Vous en publiez combien par an? Alors, moi, par an, c'est à peine un exemplaire, à peu près. Oui, c'est un titre par an maximum. C'est très long à faire. C'est comme les livres en grand caractère, en tactile. Ce sont des livres qui demandent du temps de conception, de traduction, de co-conception aussi, quand il y en a qui sont faits avec des personnes handicapées. Et puis après, il y a tout un passage, il y a la création des pictogrammes, ça aussi, et puis ça passe en test auprès d'une orthophoniste qui travaille avec moi, qui teste les pictogrammes, la narration, et puis quelquefois ça passe en test dans des classes ou dans des structures d'accueil. Quelques-uns d'entre nous font ça aussi. Donc ce sont des livres qui mettent beaucoup de temps à être construits. Être éditeur adapté, c'est connaître son public et prendre son temps pour que le livre réponde vraiment aux besoins. D'accord, il faut viser précisément au bon endroit. Voilà. Très bien. Donc le prochain livre que vous souhaitez présenter, ce sont Les Malheurs de Sophie chez Kilema, hein, c'est bien ça? Oui, c'est un livre dit en falque, en facile à lire et à comprendre. Donc là, il s'agit d'une adaptation voilà, du texte de La Comtesse de Ségur. Et donc à chaque fois aux éditions Kilema, au début, il y a une présentation de l'histoire, voilà, un résumé. Et puis, donc voilà, une présentation avec souvent des illustrations. Et puis après, il va y avoir voilà, une présentation des personnages. Et voilà, on va être sur une mise en page très sobre, avec une police de caractère, là aussi, sans empattement. Voilà, on est sur du corps 14. Et donc à chaque fois, dans le dialogue, il y a à chaque fois le nom de la personne qui parle, parce que ça c'est un point de difficulté pour des publics qui ont des difficultés à rentrer dans la compréhension d'un texte. Et aux éditions Kilema, il y a 4 collections pour les enfants, pour les ados, théâtre et aussi littérature pour les adultes. Et c'est vrai que selon les maisons, on est entre un titre, comme disait Sylvie, mais ça peut être avec Kilema qui va en faire une dizaine par an. Donc il va y avoir un rythme différent selon les maisons. Donc voilà, ça c'est pour les éditions Kilema. Et après en Falque, il y a d'autres éditeurs parmi le collectif. Notamment il y a la maison d'édition Mes Mains en Or dont on a déjà parlé avec le livre tactile, qui fait aussi une collection de livres en facile à lire et à comprendre, avec là aussi voilà, un travail autour de la lisibilité des caractères et quelquefois des illustrations. Et il y a aussi voilà, d'autres éditeurs, Evelyne Édition, voilà, dont le best-seller c'est le Code de la route, en facile à lire et à comprendre. Donc là on est sur les publics adultes. Et voilà, pour le facile à lire et à comprendre. Très bien. Sylvie Sternis, vous avez un livre dans les mains, vous souhaitez le présenter? Ce sont les livres qui sont conçus pour des aides aux apprentissages et à la lecture, qui s'adressent donc aux premiers lecteurs, aux premières lectures, aux enfants qui commencent à apprendre à lire, et puis qui s'adressent aussi aux enfants dyslexiques qui ont des besoins de lecture particuliers. Donc dans cette collection, en fait, c'est Adabam qui a créé cette collection de livres adaptés, dans lequel on va avoir un texte, on va retrouver les mêmes caractéristiques que dans tous nos livres, c'est-à-dire des polices sans empattement,
Ici, on va avoir un décalage entre les mots qui va être augmenté, une interligne qui va être augmentée. Et puis, on va mettre ce que Adabam appelle les ponts phoniques, c'est-à-dire des espèces de petites courbes, en fait, qui séparent les syllabes. En plus de ça, il va y avoir les lettres muettes, celles qu'on ne prononce pas, qui vont être grisées, pour que l'enfant se focalise sur les syllabes qui se prononcent. Et puis, il va y avoir parfois des liaisons qui vont être montrées. Et puis, quand il y a des sons complexes, ils vont être colorisés avec des références. Donc ça, ce sont des livres qui sont très importants pour les premières lectures, pour les enfants dyslexiques qui ont du mal à se repérer dans les mots et dans les lignes. Et donc, voilà, c'est pas tout à fait le titre qui était prévu, mais je l'avais pas. Et voilà. Et alors, elle fait aussi d'autres livres qui sont pas toujours avec autant d'adaptation. Et elle fait les deux versions, c'est-à-dire qu'il y a la version adaptée avec les ponts phoniques et les couleurs, et puis la version avec juste l'interlignage et l'intermot augmenté, et puis le marquage de la ponctuation aussi. Et donc ça fait une version adaptée et une version accessible, selon les besoins de lecture de l'enfant. Soit il va prendre la version adaptée, et puis il peut passer à la version accessible quand il n'a plus besoin des aides à la lecture. Très bien, très bien. Est-ce qu'on a vu les ouvrages de toutes les maisons du collectif? Voilà. Ou est-ce qu'il en reste encore voilà. une? Alors, pour les dyslexiques, il y a Tom Pouce, qui fait des romans qui sont adaptés aussi, pareil, avec le point commun, c'est les polices sans empattement, et puis avec aussi un interlignage augmenté, une police augmentée, et en plus, les héros, en fait, ce sont des personnes neuroatypiques, qui elles-mêmes sont différentes des autres, et donc l'idée, c'est vraiment que les personnes puissent se retrouver dans un héros qui d'une faiblesse en fait sa force, en fait. Voilà. Et donc on est sur une création, c'est par et pour, on a envie de dire quasiment. C'est une création, ouais. Oui, c'est une création. Oui, ouais, tout à fait. Et donc chez Tom Pouce, ils ne font pas que ça, ils ont aussi des guides pour aider les parents, les professionnels, pour aider les enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement. Donc il y a toute une série de guides et des tutos et des jeux aussi adaptés qui servent pour aider les enfants justement à rentrer dans les livres et la lecture. Très bien. Ben, merci beaucoup pour ces présentations. Une dernière question avant de passer la parole à Valérie Léo. J'imagine qu'être un collectif, ça crée des synergies aussi. Commercialement, c'est une force de travailler ensemble. Ça donne en effet une visibilité, qui est un interlocuteur qui permet de représenter un certain nombre de maisons. Voilà, c'est vrai que les personnes se disent là on va avoir un conseil parce qu'on va avoir plusieurs types d'empêchements qui peuvent être présentés, différents types de maisons. Et du coup voilà, c'est une porte d'entrée et du coup après voilà, on se demande un tel habite à tel endroit, est-ce que tu peux aller représenter le collectif? Il y a géographiquement, mais c'est vrai que ça va être une sorte d'accélérateur parce qu'on va pouvoir être à plus d'endroits à la fois. On a tous des réseaux qui sont complémentaires les uns des autres. Donc ça donne une visibilité, ça donne de l'ampleur. Et puis aussi de l'interconnaissance, du coup ça nous permet de mieux connaître le public, le travail d'un autre éditeur qui travaille pour un autre public. Donc voilà, on apprend aussi de nos confrères à travailler sur des publics spécifiques et leurs besoins spécifiques. Très bien, merci beaucoup. Alors avant de passer à Valérie Léo pour les éditions de La Loupe, une question pour vous, Cathy Mayer, peut-être, qu'effectivement on a parlé de la distribution et de la manière de travailler du collectif des éditeurs atypiques en particulier, mais vous, à la médiathèque, finalement, quels sont vos réseaux, entre guillemets, pour vous fournir en livres adaptés? Comment vous travaillez concrètement? Alors nous,
passe par notre libraire, voilà, partenaire avec qui on achète, mais on achète aussi directement aux éditions. Puisque il y a plusieurs canaux possibles. Voilà, ouais, comme l'ont dit les collègues, voilà. En fait, ils ne passent pas obligatoirement par les librairies, donc on commande directement auprès des maisons d'édition pour pouvoir trouver justement les livres qui sont vraiment adaptés. Et pouvoir avoir justement une offre diversifiée. Très bien, voilà. Très bien. Merci beaucoup. Alors Valérie Léo pour les éditions de La Loupe, je vous remercie d'avoir été aussi patiente avant de prendre la parole. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre maison, votre positionnement et la manière dont vous travaillez sur ce segment de la lecture adaptée? Alors notre maison, elle a été créée en 2002. Et effectivement, suite à un constat de voir qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient, et j'aime beaucoup ce mot de « empêcher », qui est utilisé en bibliothèque, parce qu'effectivement, c'est s'empêcher d'avoir accès à la lecture quelque part, par quelque chose qui n'est pas de notre fait, et c'est vraiment une mission que je trouve extrêmement forte. Et l'idée, c'était de se dire, comment faire pour que des gens qui sont empêchés de lire puissent avoir accès quand même à la lecture. Et en fait, ils n'y ont pas accès simplement parce que le livre n'est pas adapté en fait à leurs problématiques, qu'elle soit de la lecture confort, qu'elle soit une problématique effectivement dyslexique ou autre. Comment on peut accompagner ces gens et leur permettre de continuer à lire, à rêver, à imaginer et partager avec d'autres aussi, puisque la lecture, c'est ça au départ. Donc c'est venu comme ça, et donc les éditions de La Loupe sont nées en 2002, et ont commencé à travailler avec des éditeurs justement pour pouvoir adapter des livres qui sortaient en grand format ou en poche, avec toutes les spécificités qu'ont dit toutes ces dames, un interlignage particulier, un papier ivoire qui permet qu'il n'y ait pas de reflet d'une page à l'autre, un corps de caractère effectivement adapté et que le lecteur choisit, puisque nous on va du caractère 16 à la taille 20, avoir des livres qui ne pèsent pas 1,5 kg quand on les a, puisque on sait aussi qu'on s'adresse à un public relativement âgé dans sa majorité, et donc qui ne peut pas non plus supporter un poids de livre extrêmement lourd, de ne pas avoir un livre qui est divisé en 50 exemplaires pour justement avoir quand même un livre qui ressemble à ce que les autres ont quand ils lisent. C'était tout ça. Donc on a effectivement pris contact avec tous les éditeurs. Il y a à peu près, je crois, minimum 6 maisons d'édition de grand caractère. Et on se partage un petit peu toutes les parutions qui sont sur le marché, où chacun a sa ligne éditoriale propre, je pense. Certains développent de la jeunesse, d'autres peut-être un peu plus de classique. Nous, on a une production assez éclectique. Ce qu'on aime à dire, c'est qu'on veut que les gens puissent lire des livres entre guillemets positifs, c'est-à-dire qui... on ne fait pas de choses tristes, on a envie de partager un optimisme de littérature qui nous correspond. Depuis 2002, combien d'ouvrages avez-vous publié et quel est votre rythme annuel? Alors on a publié à peu près 750 ouvrages depuis 2002 et la production annuelle est d'à peu près 50 à 60 livres chaque année. On les répartit évidemment sur un support, on a un catalogue qui paraît 3 fois par an, qui présente toutes les nouveautés et des thématiques que l'on va réunir en fonction de la saisonnalité. Et donc on a un catalogue en janvier, un catalogue en mai et un catalogue en septembre. Très bien. Et alors, votre modèle économique, la question aussi telle qu'évoquée précédemment, entre les bibliothèques, les médiathèques, la librairie, les autres canaux éventuellement, comment se répartit votre activité aujourd'hui? Alors notre activité, elle est majoritairement évidemment dans les bibliothèques, on doit être sur un ratio de 60-40. Notre objectif, c'est de développer évidemment la disponibilité, alors la disponibilité elle y est, mais la visibilité en librairie, parce que on voit de plus en plus que les lecteurs en fait s'adressent à leur libraire, puisque le rayon grand caractère, ils le découvrent évidemment en bibliothèque, ils le découvrent sur notre site, puisque c'est leur moyen d'accès premier. Mais aussi, ils s'adressent maintenant aux libraires pour leur dire, je sais qu'il y a ces éditions en grand caractère, donc ils commandent les livres. L'idée, c'est que le libraire puisse, notre souhait, c'est qu'on ait des rayons de grand caractère en librairie, ce qui est difficile
être en Vous avez place. aujourd'hui du nombre de librairies approximativement qui ont une offre de livres en grand caractère. Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Est-ce que vos livres, vous avez des exemples de librairies par exemple où on peut trouver vos ouvrages et pas seulement à la commande, mais vraiment qu'ils soient disponibles en rayon? Il y en a peu. Il y en a peu. Il y en a peu. Il y en a trop peu visiblement. Trop peu, voilà. D'accord. C'est un de nos objectifs, effectivement, de développer cette visibilité-là pour un accès plus grand encore des lecteurs de grand caractère. D'accord, ok, très bien. Alors vous êtes rattaché au groupe Elidia, hein, Oui. Vous avez 5 salariés, peut-être Voilà, quelques mots on est pour, rattaché au groupe Elidia donc, depuis 2023, suite au départ en retraite donc, du fondateur de la maison. Voilà, moi j'ai eu l'opportunité de pouvoir prendre le relais avec l'équipe qui était déjà en place. Hein, donc on est 5 personnes maintenant, enfin on l'était avant. Donc on a une personne qui s'occupe du commercial et qui fait effectivement tout le relais avec les bibliothèques, médiathèques et autres institutions. Et nous sommes 4 à être, en plus des charges, voilà, on a une personne qui est responsable de toute l'activité Internet, réseaux sociaux, etc. Et on est toutes de grandes lectrices, donc on partage chaque semaine pendant une matinée presque, voilà, nos lectures, nos échanges, et on choisit nos titres en fonction de ce qu'on a reçu. Et c'est un vrai moment d'échange, un vrai moment de partage qui nous permettent déjà de faire avancer le catalogue, enfin voilà, de savoir de quoi on va parler sur les réseaux sociaux. Et c'est tout cet échange qui est extraordinaire parce qu'on construit ensemble finalement les livres qu'on a envie de partager avec nos lecteurs. D'accord. Alors effectivement, on pourra en parler parce que dans la liste des livres que vous avez l'intention de présenter, il y a quand même des poids lourds hein, de l'édition en France et à l'international. Alors est-ce que vous pouvez en théorie publier tous les ouvrages, en tout cas à succès, que vous aimeriez, ou est-ce qu'il y a peut-être certains ouvrages qui sont plus compliqués à adapter parce que l'éditeur ne joue pas le jeu ou voilà, pour une raison ou pour une autre? Alors non, nous n'avons pas de difficulté pour obtenir en fait des titres pour faire du grand caractère. La difficulté qui peut être présente, c'est quand on a des auteurs étrangers, où là effectivement quand on passe par un circuit d'agents, etc., le process est un peu plus long et un peu plus compliqué puisque l'édition grand caractère représente un tout petit marché de niche et donc parfois c'est beaucoup de démarches pour les agents étrangers pour finalement un résultat, voilà, des petits volumes. Sur des tirages moyens de combien d'exemplaires d'ailleurs? On est nous sur des tirages, comme disait Sophie, je crois, entre 500 et 1000 voire 1500 exemplaires sur des très gros titres, mais rarement plus. D'accord, donc pour vous un best-seller, 1500 titres, 2000 titres, c'est déjà très bien? Oui. Ok, d'accord. Alors vous souhaitez nous présenter plusieurs titres, dont un ouvrage de Sylvain Tesson, Avec les Faits. Oui, donc Sylvain Tesson vient de sortir un ouvrage donc, Avec les Faits, que nous avons repris quasiment à l'identique au niveau de sa couverture. Voilà, ça aussi c'est quelque chose qui nous tient aussi à cœur, ce que disait Sylvie tout à l'heure, d'être au plus proche de la version qui sort en librairie, puisque nos lecteurs sont les mêmes lecteurs que les autres, et il n'y a pas de raison qu'ils aient un livre différent. En tout cas, ils ont envie d'avoir dans leur bibliothèque le livre qui est sorti en librairie. Donc voilà, nous on se fait fi de vraiment le reprendre à l'identique. Donc là on a l'illustration, enfin la photo de Thomas Gwas qui est le photographe attitré entre guillemets de Sylvain Tesson. Donc le livre, comme disait Sylvie, est adapté évidemment à l'intérieur. Et nous, on se fait fi, comme disait Sylvie, de travailler vraiment éditorialement l'ouvrage. C'est-à-dire qu'il est lu pour être choisi, il est composé avec toutes les caractéristiques nécessaires à un livre en grand caractère, il est corrigé par un correcteur et il est mis en page, s'il a une mise en page spécifique de l'éditeur, il est mis en page de la même façon. En tout cas, on essaie de s'en approcher au mieux pour qu'il soit vraiment un reflet de son édition originale, avec évidemment une taille de caractère que l'on choisit qui permet cette lecture facilitée. Donc Sylvain Tesson, comme on le sait, voilà, très gros auteur, c'est un auteur que la Loupe suit, et donc le dernier est paru il y a quelques semaines, je dirais, voilà, aux Équateurs, et sort chez nous là, est sorti tout début mai. Donc il y a un décalage de finalement... Il y a peu de décalage. On essaie aussi voilà, de pouvoir donner à nos lecteurs cette simultanéité
parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils lisent un best-seller 6 mois ou 8 mois après. C'est un peu dommage, puisqu'il y aura un autre livre de l'auteur à ce moment-là. Donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on voit aussi que les éditeurs sont très partenaires et ont envie aussi qu'il y ait cette mise en avant des différentes versions en même temps. D'accord. Alors, le deuxième ouvrage, c'est encore un best-seller, hein, c'est Blackwater, donc tome 5, la fortune de Michael McDowell, sorti chez Toussaint Louverture, hein, dans son édition grand public. Pour montrer la diversité, effectivement, de nos publications et des coups de cœur que l'on peut avoir. Moi, c'est quelque chose que j'avais lu l'hiver dernier, en me disant oh, « cette série est géniale ». Personne n'a eu l'envie, ou peut-être sa ligne éditoriale, de le mettre dans son catalogue. Et nous, on a décidé de le faire. La contrainte technique, c'était pour ce livre-là, le fait de ne pas pouvoir reprendre la même couverture, puisque couverture embossée avec de l'or, du doré, etc., qu'on ne pouvait pas faire sur un livre grand caractère. Les éditions Toussaint Louverture elles-mêmes, justement, font fabriquer la couverture à part. Donc, effectivement, il y a quand même des avec de grandes discussions avec les équipes de Toussaint Louverture, voilà, c'était infaisable pour nous. Même si on avait la volonté de le faire, c'était pas possible. Donc on a pris une autre option. On a créé effectivement des couvertures dans la lignée du contenu, évidemment, en partenariat avec cet éditeur qui a validé nos couvertures. Et puis voilà, on en est au 5e tome. On a aussi un succès assez fort, donc on est content que notre public soit aussi réceptif à cette littérature-là, qui est quand même un genre assez particulier. Je crois que Toussaint Louverture avait publié chaque tome toutes les 2 semaines ou tous les mois, je ne sais plus. Est-ce que vous avez suivi le même rythme ou on peut pas, parce qu'en fait, c'est vrai que le support catalogue, c'est important pour dire à nos lecteurs, ben voilà, il y a un nouveau tome qui arrive. Les réseaux sociaux ou le site internet ne suffit pas toujours. Donc on a publié les 2 premiers tomes en même temps. Et on publie chaque catalogue un nouveau tome. Alors on essaie de faire un petit peu d'avance par rapport au catalogue, mais là on arrive au 5e tome. Et en septembre, on aura clos toute la saga. Toute la saga, d'accord, très bien. Le titre suivant, Son odeur après la pluie, de Cédric Sapin-Defour, autre best-seller. Alors ça, c'est aussi un autre best-seller. C'est vrai que quand on l'a choisi, personne ne s'attendait à ce succès aussi important au fil des semaines qui allaient suivre. Et ce titre-là a été vraiment un coup de cœur d'une de nos collègues, hein, donc au moment du partage et d'échange de lecture. Notre collègue aimait beaucoup cet auteur, qu'elle suivait sur ses autres livres. Et sur celui-ci, effectivement, ça a été aussi pour nous une très belle surprise, mais ça a été avant tout un coup de cœur. Très bien, donc ça c'est plutôt bien tombé, quoi, finalement, oui, exactement. Si on résume. Il y a eu un concours de circonstances intéressant. Alors, un 4e ouvrage qui s'intitule Et viva la vida de Sophie Jaumin, donc ça c'était paru chez Charleston. Voilà, donc on a essayé d'être au plus proche de la parution éditeur, donc là c'est une veine plus féminine, avec toujours cet optimisme. Sophie Jaumin est une auteure de romans féminins extrêmement connue, hein. Je crois qu'au cumul elle en est à 200 000 exemplaires de vente de tous ses livres confondus. C'est une auteure que je connaissais d'avant et que j'aime beaucoup, qui a cette sensibilité qu'on a envie de partager avec nos lectrices, du coup, la plus féminine. C'est une histoire d'amitié, c'est une histoire de résilience, c'est une histoire d'acceptation de soi, et c'est aussi un petit voyage entre la Normandie et la Belgique, région qu'on ne fait pas forcément souvent dans un livre. Donc voilà, ça c'est le genre de petits livres qui, avant l'été, nous donnent un petit coup de boost et nous font voir la vie un petit peu d'une autre façon. Très bien. Alors le dernier livre est un peu particulier puisque c'est un livre auto-édité. Tout à fait. Chez Bouquelis. Est-ce que vous pouvez nous en parler? J'avais vraiment à cœur d'en parler. C'est un livre sur lequel j'ai eu un vrai coup de cœur et un vrai attachement. Donc ce livre s'intitule Comme un cœur posé sur la mer. C'est un vrai concours de circonstances. Lors d'un déjeuner, j'échange avec une de mes collègues et elle me dit « Tiens, ma fille a lu ce livre, tu devrais regarder, c'est vraiment très bien ». Je contacte l'auteur, évidemment, en lui disant « Voilà, j'aimerais lire votre livre, j'en ai eu des bons échos ». Il avait très bons commentaires sur certains sites. Et l'auteur me répond quelques semaines après en me disant « Voilà, je suis... Comment avez-vous lu mon livre, etc. » Donc je lis son livre et j'ai vraiment, c'est une superbe histoire qui touche malheureusement un certain nombre de femmes, puisque ça parle
excusez-moi, j'ai un trou de mémoire, d'hommes un peu violents, enfin voilà, de violence conjugale. Et elle décide de partir parce qu'elle se sent en danger. Et elle va partir sur une île bretonne, travailler dans une librairie et là, voilà, s'ouvrir au monde. C'est une très très belle histoire. L'auteure a elle aussi une histoire personnelle très touchante. Et tous ces paramètres ont fait que voilà, ce livre est né en grand caractère et qu'il a en plus du succès. Et du coup, voilà, c'est une vraie belle histoire éditoriale. Au-delà de publier un livre pour qu'il ait du succès ou qu'il fonctionne, là c'est vraiment la mettre aussi sur le devant de la scène et je trouve que c'est important aussi d'aller chercher, c'est aussi notre rôle d'être un petit peu dénicheur de titres pour lesquels on serait un petit peu passé à côté. D'accord. Et est-ce que vous êtes coutumier, coutumière de travail, de collaboration avec des auteurs auto-édités, ou est-ce que c'est la première fois finalement? Non, je crois que c'est arrivé quelques fois auparavant, mais je pense que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et que si l'opportunité se reproduisait, nous le referions évidemment avec plaisir. Très bien, très bien. Avant de conclure, peut-être une question qui vous concerne toutes les trois éditrices. Donc on a avec nous Cathy Meyer de la médiathèque de Charenton-le-Pont qui est très investie, qui met beaucoup en avant les ouvrages de lecture adaptés dans sa médiathèque. Est-ce que vous avez le sentiment qu'à l'échelle de la France, finalement, la situation aujourd'hui est satisfaisante ou est-ce qu'on peut faire mieux selon vous? J'imagine que vous allez me dire oui, mais je vous laisse faire la réponse. Moi, je laisse la parole à Sophie parce que je pense qu'elle connaît bien le sujet, mais juste avant, je voudrais faire une remarque. Ça fait quand même plusieurs fois que je reçois des appels de librairies qui souhaitent créer un fonds de livres adaptés dans leur librairie. Et s'il y en a 5 en France, à peu près. Donc 5 librairies qui ont un fonds ou qui souhaitent monter un fonds adapté en fond en permanence dans leur bibliothèque, dans leur librairie. Donc c'est une nouveauté qui date d'1 an à peu près. Donc de ce côté-là, on peut dire qu'il y a un peu de progrès. Et puis Sophie? Moi, ça fait 23 ans que je suis éditrice spécialisée, donc je trouve qu'en 20 ans, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Après, je pense que pour les familles qui ont des enfants ou voilà, des adultes qui sont en situation de handicap, ils trouvent que c'est très très lent, qu'on ne va pas assez vite. Donc c'est vrai qu'on aimerait en effet pouvoir insuffler des méthodologies de travail voilà, de nombreux acteurs de la chaîne du livre, donc auprès des libraires, mais aussi, voilà, nous on est des petits éditeurs et c'est vrai que si des plus gros éditeurs souhaitent s'investir, qu'ils n'hésitent pas à venir nous contacter pour qu'on leur donne voilà, des conseils, parce que c'est un domaine où il y a une dimension d'innovation et de co-construction qui est quand même des très beaux challenges professionnels. Voilà, parce que ce qui est important, c'est qu'on puisse tous avoir une culture commune, et le livre est un merveilleux véhicule de culture commune. Donc voilà, s'il y a des livres qui ne sont pas accessibles pour 20% de la population française, c'est vrai qu'il y a toute une partie de la population qui n'a pas accès à cette culture commune, donc c'est vraiment dommage. Et puis nous, après, on a besoin de soutien, vraiment de soutien financier. C'est vrai que parmi le collectif, on se demandait qui avait été soutenu par le Centre national du livre pour ses publications de livres, et en fait, quasiment personne. Pour X ou Y raison, voilà. Et de façon un petit peu provocante, on pourrait dire qu'on représente 20% de la population française et qu'on aimerait avoir 20% des aides éditoriales qui sont voilà, délivrées chaque année. Ce serait juste de l'équité. Voilà. Parce que le CNL accompagne les médiathèques, les bibliothèques, mais très peu les éditeurs, hein, finalement, c'est ce que vous dites. Hein. Oui, pourtant il y a une petite mention à la fin du règlement pour les aides à l'édition qui disent voilà, on peut y avoir une dérogation pour certains critères, sauf que les critères, nous les dérogations, on ne les voit pas trop, donc on dépose même plus de dossier. C'est sûr que à force on s'est fatigué. Donc voilà, on aurait vraiment besoin d'un soutien financier parce qu'on est sur des coûts de création qui sont plus élevés qu'un éditeur classique. En même temps, des tirages plus faibles. Donc c'est pas la peine d'avoir fait maths spé, hein, mais voilà, tout de suite ça coince. Donc on est sur des coûts par exemplaire qui sont très élevés et en même temps amortis sur des plus petits tirages, et on est mal diffusé, distribué. Donc il y a un moment où tout devient problématique, et la conception, la fabrication qui est plus complexe, et la diffusion. Voilà, on a besoin de visibilité, et le libraire est un
un maillon important et on a du mal en effet à toucher ce maillon. Et puis après, c'est vrai qu'on a aussi besoin de soutien institutionnel. Le portail de l'édition adapté ou accessible, je ne sais pas trop exactement comment il se nommera, va être mis en place par le ministère de la Culture et pour nous, ça sera un vrai outil de visibilité. On a vraiment hâte qu'il soit mis en place pour répondre aux besoins des familles, des professionnels aussi, qui ne savent même pas que parfois qu'on existe, donc ils ne peuvent pas se dire on va aller chercher des livres accessibles, ils pensent même que ça n'existe pas, donc ils ne nous trouvent pas. Et puis, voilà, on a aussi besoin que tous les professionnels du livre soient formés, la formation initiale des éditeurs, des bibliothécaires, des graphistes aussi. Voilà, donc on a besoin que l'accessibilité ce soit vraiment quelque chose de transversal dans l'édition. Et souvent encore, parfois quand on en parle, on sent qu'il y a un peu de condescendance. Voilà, on sent qu'on n'arrive pas vraiment à convaincre. Donc il faut faire bouger un petit peu les montagnes et c'est parfois difficile, mais on est motivé. Mais quand même, voilà, on a besoin de soutien. Bon, le message est passé, merci. Valérie Léo, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce qui a été dit? Moi, je vais rester sur le même créneau, c'est-à-dire que notre mission première, c'est le partage et de donner cette accessibilité à la lecture à chacun. Et c'est ce qu'on fait avec évidemment beaucoup de conviction et beaucoup de détermination. Nous, on a la chance, en ayant intégré un groupe, d'être distribué par Hachette, donc ça nous permet aussi une visibilité beaucoup plus forte. Et du coup, je pense que les choses avanceront assez vite. Enfin, en tout cas, c'est notre volonté, c'est mon objectif. Cette présence en librairie vraiment où les gens puissent se dire oui, il y a un rayon grand caractère et je peux y aller directement parce que au départ le grand caractère s'adresse quand même à des gens un peu âgés. Maintenant il touche aussi d'autres populations, c'est-à-dire que nous ou des gens d'une quarantaine d'années qui vont travailler toute la journée sur un ordinateur, avoir un livre en lecture confort, c'est aussi pour eux. Ça n'est pas que pour les gens qui ont une problématique visuelle importante. Et ça démocratise le livre en grand caractère et ça, c'est extrêmement important. Très bien. Cathy Mayer, je vais terminer avec vous. J'imagine que vous êtes d'accord avec tout ce qui a été dit. Puis vous, dans votre médiathèque, tous les jours, vous voyez ces publics qui sont là et qui lisent les livres que vous mettez à leur disposition. Donc c'est important de continuer à développer la visibilité de la lecture adaptée, telle que vous le faites. Oui, et j'encourage franchement tous les collègues bibliothécaires à le faire parce qu'on touche les publics empêchés, mais on touche aussi les autres publics en fait, puisqu'on a, comme le disait Valérie, on a aussi bien les personnes âgées qui ont besoin des gros caractères, qui vont emprunter des livres en gros caractères, mais on aura aussi ceux qui auront travaillé toute la journée, qui ont besoin de se reposer. On a des publics qui sont en apprentissage de la lecture et pour qui justement avoir les gros caractères ou avoir les livres 10, ça facilite aussi cet apprentissage. On a les enfants qui commencent à apprendre à lire, qui vont se servir des livres 10 parce que c'est plus facile. On a tous les gens aussi qui veulent s'initier. Donc là, les livres en braille, et justement avec cette double écriture où les parents peuvent lire l'histoire et on essaye de deviner dessous les mots. C'est un peu un jeu avec les enfants ou avec les adultes, mais tout ça, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience dans les publics, et c'est très bien qu'on soit empêché ou pas de toutes ces difficultés, de tout cet accès, et je pense que maintenant on veut vraiment que tout le monde ait cette culture que vous disiez, cette base, cette culture générale, et pourquoi tel public ne pourrait pas l'avoir alors que les autres ont tout. Voilà, c'est ce qu'on pourrait dire. Il n'y a pas de raison, effectivement. Non, voilà. Très bien, merci à toutes les quatre d'avoir participé à ce webinaire consacré aux lectures adaptées. C'est la fin de notre rencontre. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour un webinaire Livre Hebdo. Merci, au revoir.